Bonjour Isabelle Pinson. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes au Festival de Voix Vive 27e édition 2024 à Sète. Nous ne sommes pas tellement loin au plateau, juste à côté du lycée de Paul Valéry. Tu es, comme on dit, cette année-là, même avant aussi, tu étais invité, n'est-ce pas? C'est une des invités, poète invité, comme on dit, de français. Je ne dis pas poète, poétesse, je dis tous poète. Avec un E. Poète avec un E. Toujours. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît? Qui est Isabelle Pinson? Eh bien, c'est une question. Isabelle Pinson, c'est une poète. Alors du coup, oui, une poète et pas un poète. J'écris depuis 93, en tout cas je publie depuis 93, donc ça fait plus de 30 ans, voilà. Je publie régulièrement des livres de poésie, uniquement des livres de poésie. Je dis uniquement, mais j'ai commencé quand même par la nouvelle. J'ai eu mon premier texte qui a été publié en 93, était une nouvelle, La Maison Ambulante, qui a été publiée très récemment aux éditions Pneumatiques d'ailleurs. Et puis très vite, ça m'est venu en poésie, sans vraiment que je le décide ou choisisse. Et j'ai creusé la langue à partir de là, avec beaucoup de goût pour les mots, la matière des mots. Les mots, vraiment pour moi, c'est une matière en effet. Peut-être dans une autre vie ou alors dans mon désir, j'aurais eu envie d'être plasticienne, pour travailler la matière. Mais au fond, on pourrait dire, plasticienne de la matière des mots. J'ai l'impression de les assembler, de les malaxer, de les réduire, de les augmenter, un peu avec délectation, on va dire. J'ai un texte, d'ailleurs, je peux le dire comme ça. J'ai toujours du mal à retrouver, mais c'est un texte qui est paru chez Au bruit des autres, Zouv, ça s'appelle. Et je dis quelques lignes, mais qui vraiment disent un petit peu mieux que je le dis là à l'oral. Comment faire pour bâtir la poésie si j'attache chaque mot à l'objet qu'il veut dire? Le travail est considérable. Si j'attache chaque mot à l'objet qu'il veut dire, le travail est considérable. Il faudra chercher longtemps toutes sortes de gens, des siècles tous ensemble. Voilà, donc le travail est considérable, mais c'est, il me semble, ce que je fais intuitivement, de relier le mot à la chose, à la matière. Donc j'ai publié une vingtaine de livres jusqu'à présent. Les 2 derniers vont paraître chez Chêne. Chêne est un des éditeurs qui me suit depuis 1994, depuis que j'ai eu pour mon premier livre de poésie le prix Kowalski en 1994, et donc publié par Chêne, éditeur, Chêne c'est C-H-E-Y-N-E. Et depuis, c'est un éditeur qui me suit régulièrement, oui. Mais je publie aussi dans d'autres petites maisons d'édition. Aujourd'hui, je dirais, la matière plastique me rattrape. J'ai le goût pour la typographie, pour la lithographie, et je travaille ces derniers temps sur des livres d'artistes, voilà, où j'aime le papier, l'épaisseur du papier, j'aime apprendre la typo, j'aime poser des couleurs sur le beau papier avec des artistes ou seulement moi. Voilà, c'est une dimension que j'ai envie d'explorer. J'ai envie aussi, comme j'ai été traduite à Sète, j'ai eu la chance d'être traduite à Sète et interprétée par la langue des signes, par des personnes qui parlent la langue des signes. C'était un moment inoubliable et j'ai envie
envie aussi d'entrer un peu dans cette langue des signes pour non pas parler la langue des signes, ce serait trop, mais pour composer une écriture qui soit, qui soit parlante en langue des signes. Et je ne suis pas étonnée finalement de cette ouverture-là qui me vient avec cette, parce qu'on me dit souvent, et je le vis, et du coup ça c'est par rapport peut-être au fait que je suis quelque part artiste, je compose beaucoup mes textes comme des tableaux, comme des images dans un tableau. Et ce tableau, c'est comme si c'était le tableau noir en fait. À l'intérieur de ce tableau, j'écris un fragment, après on tourne la page, donc c'est comme si j'effaçais le tableau, le cadre, et je recommence à écrire un tableau. Et ça fonctionne comme ça, par succession de tableaux dans le même lieu de la page finalement. Donc beaucoup les images, c'est beaucoup à partir mentalement des images que me viennent les mots. Je suis venue à l'écriture parce que j'habitais Lyon à l'époque, jusqu'en l'an 2000, et j'ai découvert l'art contemporain d'abord. J'avais 19-20 ans, je n'écrivais pas, pour ainsi dire, comme un adolescent, des poèmes un peu sombres, mais le choc visuel que j'ai ressenti, vécu l'occasion de la Biennale d'art contemporain de Lyon, qui a toujours lieu, tous les 2 ans, donc il y a une biennale, un choc émotionnel à partir des installations, à partir des œuvres contemporaines, je pense a été un des déclencheurs de ma poésie. Donc voilà, toujours ce monde de la matière, ce monde des images. Un texte, je dirais aussi, dans la littérature inaugurale, vraiment, sans que j'en ai conscience à l'époque, parce que à l'époque, en cours de français, il fallait lire, je pense par exemple en seconde, en première, des livres. Et donc moi, je ne lisais à l'époque que les livres obligatoires en français. Et un marqueur, mais je pense vraiment, qui a ancré, qui a fait qui je suis aujourd'hui, parmi d'autres choses, mais quand même, en tout cas en littérature, c'est Kafka. C'est la métamorphose, essentiellement la métamorphose. Comment c'est possible de pouvoir transformer un être humain en bestiole, enfin, comment c'est possible? C'est aussi un moment où j'étais très intéressée par le surréalisme. Et comment ça, voilà, ça a transformé ma vision de la littérature, et je pense m'anime toujours, ça m'anime toujours, parmi d'autres, mais en tout cas essentiellement ce texte de Kafka. Les images, qu'est-ce que je pourrais dire encore sur les... voilà, ma poésie, je crois que c'est difficile de parler de soi, de son travail, mais c'est ça, c'est le monde des images renouvelables à l'infini. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que souvent, il y a comme un personnage, mais un personnage qu'on n'arrive pas vraiment à définir, comme une narration, mais une narration qui peut se lire comme je veux dire la poésie, on lit une page et ça suffit. Par exemple, ça peut être le personnage, ça peut être Homme parfait, c'est le titre d'un des livres. Et Homme parfait, je le décline sur toutes les coutures, j'allais dire, au cours du texte. Et la petite Jean. La petite Jean, c'est le nom d'une sorte de personnage, c'est 3 mots ensemble. La petite Jean, G-E-N-S, qui ne fait qu'un seul mot. Et la petite Jean vit, elle ne fait que vivre. Et la petite Jean, la petite Jean. Et je décline. Et la petite Jean, voilà, je l'écris, j'écris qui elle est, j'efface le tableau, et j'écris, et j'efface. Et ça fait comme des strates qui donnent à voir cette petite Jean tout en la gardant un peu mystérieuse.
et sans qu'on puisse vraiment la saisir. Je crois que j'aime écrire dans ce sens-là, de dire des mots, de tourner autour d'un sujet, comme un entomologiste, mais de jamais camper, de jamais déterminer de manière définitive l'objet de mon sujet. Parce que je pense que c'est la liberté aussi du lecteur de choisir la voie qui l'intéresse le plus en fonction de sa culture, de ses références, de son histoire. Donc c'est comme laisser la liberté aussi à l'autre de choisir son... C'est une invite, c'est une adresse. Oui, parce que quand même, quand je me suis mise à écrire, clairement pour moi, il s'agissait de m'exprimer bien sûr, mais de m'adresser, vraiment. La question de l'adresse à l'autre est permanente, anime mon écriture. Et quand et comment tu as commencé à écrire la poésie? Alors je disais, mais comment j'y suis venue déjà, hein, l'art contemporain, des lectures au lycée, et cette volonté chevillée au corps de m'adresser. Oui, vraiment, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai pris, quand j'ai eu mon troisième enfant, j'ai pris un congé sabbatique de 3 ans. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. C'était là, en ébullition à l'intérieur de moi, sans jamais passer le cap. C'est difficile de décider d'écrire. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, comment dire, de chef pour dire, bon allez, vas-y, c'est maintenant. Donc il faut trouver l'élan, je l'ai trouvé, et ensuite ça n'a jamais cessé. Voilà, je ne peux pas dire autrement. J'ai beaucoup écouté aussi les poètes, cette époque-là, quand l'écriture m'est venue en poésie. J'étais à Lyon, j'ai beaucoup été à des lectures, parce que moi j'ai besoin d'abord, on pourrait dire presque d'abord, que la poésie m'arrive par les oreilles, que la poésie m'arrive sensoriellement. Quand c'est dans le livre, c'est déjà presque une activité mentale, intellectuelle, pour ensuite descendre vers le sensoriel. Et du coup, quand les textes sont lus, ça m'arrive par les sens, comme l'art m'arrive par les sens, le sens visuel. Là, donc j'ai beaucoup écouté les poètes à cette époque-là, mais je continue bien sûr, à 7 je me régale, pour ça, pour cette raison, de la sensorialité. C'est pareil, l'image, c'est dans les profondeurs, l'image elle est précurseur de la langue. Donc j'ai besoin de ça pour que la langue advienne. Comment tu écris, composes, construis ta poésie? Est-ce que tu as une approche poétique? On me posait la question du lieu de mon écriture. Déjà, le lieu de mon écriture, j'ai répondu, c'est mon ordinateur. Alors, c'est pas très poétique, on va dire. Mais ça a toujours été comme ça. Dire que j'ai besoin, pour stimuler l'avènement des mots, on va dire, l'avènement intuitif des mots, j'ai besoin d'avoir cet écran bleu qui me sourit, enfin qui m'appelle. J'ai besoin de la frappe. Bon, je joue du piano depuis longtemps. J'ai besoin de mes doigts qui courent sur le clavier. Et par quelle alchimie entre le visuel du clavier, ce que je disais tout à l'heure, le mouvement des doigts, les mots, et les premiers mots arrivent, je dirais. Et c'est les premiers mots qui guident le travail qui suit. C'est jamais moi avant qui me dit je pourrais écrire sur telle thématique, je ne peux pas avoir cette manière de faire, de penser avant, parce qu'à ce moment-là n'advient rien. Donc c'est une poésie peut-être intuitive au départ et qui se construit au fur et à mesure.
Il n'y a pas d'architecture préétablie. Peut-être qu'au cours du travail, alors après quelques poèmes, je peux dire, ah oui, je vais utiliser telle contrainte. Oui, là, il y a quelque chose là qui se dessine, où je pourrais supprimer des virgules, où je pourrais répéter tel mot, où je pourrais décider qu'il y a 5 phrases. Et ça se construit au bout de très peu de temps. Hein. Et donc les contraintes sont une donnée supplémentaire pour creuser le sillon. Alors des fois, le sillon, il ne se creuse pas, c'est-à-dire au bout de 2-3 textes, rien n'advient plus et c'est la panne sèche, on va dire. Mais c'est pas grave. Mais parfois, le texte advient dans sa totalité, je dirais. Les gens, les poètes, les auteurs qui t'ont influencé, marqué ou bien qui ont laissé une trace dans ta création. Oui. Alors, je dis Kafka, le roman, Zola, par exemple, parce qu'il y a cette histoire sociale, il y a cette humaniste qui m'a beaucoup marqué. Alors, un personnage, c'est Antigone, par exemple, Antigone, Sophocle, Anouilh, parce que c'est une personnalité, Antigone, qui s'affirme. Moi, à l'époque, 18-20 ans, j'étais vraiment loin de m'affirmer. Et je me suis dit, ah oui, ça existe. Je peux, moi aussi, oser prendre la parole. Et donc, c'est prendre la parole par l'écriture. Hein. Avant de pouvoir la prendre, je ne sais pas, en public ou pour émettre des opinions. Ça a toujours été vraiment... ma possibilité de prendre la parole passe par l'écriture. Parce qu'il y a quelque chose de réflexif. Voilà. Plus près, Henri Michaud a été une grande figure. Voilà, mon premier texte d'ailleurs s'appelle Emmanuel vit dans les plis. Et Michaud a écrit un texte, c'est dans les plis je crois. Enfin, voilà, les grandes figures. Qu'est-ce que tu en penses de la poésie actuelle francophone? Elle est diverse, elle est multiple. Soit parfois, qu'est-ce que j'en pense? On va vers, peut-être, on a envie d'aller vers les poètes dont on sent une connivence, un accordage de langue. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a beaucoup d'humour dans mon travail. Alors ça, je sais pas pourquoi, peut-être sous forme d'autodérision, ou dérision non, mais voilà. On se prend au sérieux en poésie, mais aussi on peut bien rire et le rire est un chant qui fait tellement de bien. Voilà, du coup, je suis pas dans une poésie lyrique, bien qu'elle exprime des sentiments. Voilà, donc j'irai vers un peu ma famille, comme je pense à un poète comme Patrick Dubost, qui est un poète où il y a des accordages, mais il y en a beaucoup. Marie Rousset, je ne vais pas les citer tous, mais qu'est-ce que j'en pense? Elle est multiple, elle est polyforme, m'intéresse plus peut-être la poésie qui touche la narration, qui raconte quelque chose, qui n'est pas trop, comment dire, entaché de références visibles en tout cas. Voilà ce qui me vient là comme ça. La traduction, surtout la traduction poétique, qu'est-ce que tu en penses en général? C'est difficile, c'est un exercice, j'allais dire, torride. Moi, je crois que je suis assez incapable de traduire de la poésie. Parce que il faut peut-être une rigueur et pour ne pas trahir le poète, que peut-être je n'ai pas, c'est-à-dire que ça limite la capacité de création du traducteur. Et moi, j'ai fait des études de psychologie, donc il y a très longtemps.
82. Et avant, j'avais fait des études d'interprétariat. Et alors là, pour le coup, l'interprétariat, il n'y a absolument pas du tout de possibilité de s'évader de la parole de l'autre, qu'il faut traduire au plus près. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a ennuyé très vite. Ce jeu m'a ennuyé. La traduction, c'est tout à fait autre chose. Mais c'est une comment dire, c'est grave en fait. Hein, enfin, c'est une on ne peut pas faire n'importe quoi. Et du coup, je n'ai jamais fait cet exercice-là. J'ai été traduit un peu en arabe, en indonésien, je ne sais pas ce que c'est comme mot, mais en indonésien. Du coup, je ne sais pas, je ne connais pas la langue, donc je ne peux pas dire comment ça a été traduit en fait. Ouais. Mais c'est très important de pouvoir avoir les textes d'autres poètes du continent. Hein. Très important. C'est une tâche grave, je dirais. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la place des femmes dans la poésie, dans l'art par rapport aux années précédentes? Est-ce que c'est plus simple, facile? Est-ce qu'elles trouvent leur place sans contrainte ou bien il y a toujours des contraintes aujourd'hui? Quand j'ai commencé à publier en 94, il y avait peut-être moins de femmes, mais j'ai pas du tout senti moi j'ai pas ressenti de difficulté du tout à être publiée. Au contraire, c'était un moment, je dirais, dans les années 90, où ça s'ouvrait et où presque être une femme était un avantage pour être publiée. Parce que elles arrivaient sans contrainte, comme tu viens de dire. Ça devenait possible. Alors je me souviens quand même qu'à cette époque-là, il y avait des revues qui disaient les voix des femmes, il fallait soutenir. Mais du coup, le travail était fait, le chemin a été ouvert. Moi, je n'ai pas senti de difficulté. Est-ce que tu viens au marché de la poésie au Paris aussi? Tout à fait. Et donc tu fréquentes aussi le festival de Voix Vive 7. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions sur les deux événements importants en France? J'ai envie de dire, le marché de la poésie à Paris, il est, on va dire, enfin, ce que j'en perçois, dédié aux éditeurs de poésie. Là, il y a tous ces kiosques avec toutes ces maisons d'édition de poésie, plus ou moins petites, moyennes. Et il s'agit de faire honneur aux livres. Et donc, il y en a énormément. C'est vrai que les premières années où j'y allais, je me disais, mais à quoi sert d'écrire? Il y a tellement de livres à disposition. Donc oui, ça fait honneur aux livres, ça fait honneur aux éditeurs de poésie. Je pense que... Alors, et la chance qu'on a, c'est du coup, on se rencontre entre poètes. C'est un lieu de rencontre entre poètes magnifique. Mais je dirais que ça ne donne pas la parole aux poètes. Alors il y en a qui peuvent lire, hein, il y a une scène pour ça. Mais ça ne donne pas prioritairement la parole aux poètes, puisque ce sont les livres qui sont mis à l'honneur. Et alors que presque je pourrais dire, c'est l'inverse. C'est d'abord le poète, sa présence physique, son déplacement dans différents lieux de Sète, et sa lecture, c'est-à-dire que c'est la voix du poète, voix vive hein, d'ailleurs. Donc c'est la voix du poète qu'on entend, les voix, parce que souvent il y a des scènes où il y a deux poètes, voire plus, les voix du poète. Les voix, elle est accompagnée par les sons aussi, il y a souvent de la musique. Voilà, je dirais c'est d'abord le poète, sa présence physique, et puis bien sûr il y a aussi quelques éditeurs où on peut aller trouver, voilà, c'est comme inversé quoi. Et puis je dirais on a plus le temps de flâner, d'échanger d'ailleurs avec les éditeurs, beaucoup qui ont plus le temps aussi. Ça se déploie dans le temps. Et cette temporalité-là
que je trouve déployée, très très agréable, très douce, très chaleureuse à vivre. Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup à toi. Donc, je vais lire des extraits de deux textes qui sont parus récemment. En 2019, La Petite Jean, qui s'écrit en un seul mot, comme je disais tout à l'heure, donc il est là, apparu chez Chêne Éditeur. Je vais lire 2 ou 3 fragments. La petite Jean vit. Elle ne fait que vivre, jamais rien d'autre. Et cela lui donne une drôle d'allure. La petite Jean vit hors la pesanteur, hors la loi. Elle marche pieds nus sur la lune. Elle s'en fiche pas mal. Elle ne tombe jamais d'elle-même. La petite Jean ne fait pas partie des gens, en général. Elle est née à part et n'a reçu aucune instruction, aucun certificat de nationalité. Elle n'entre dans une maison ni par le seuil ni par la fenêtre. La petite Jean pourrait devenir à tout instant autre chose. Un animal, par exemple, n'importe lequel. Une chouette, un bélier, une marmotte ou un phoque. La petite Jean s'appellerait la petite animaux ou encore la petite végétaux. Si le hasard la conduisait vers une plante aquatique, un arbousier ou un pommier japonais. Pourtant, elle sera toujours la petite Jean, quoi qu'il arrive, mais une petite Jean autrement. La petite Jean est 3 mots ensemble dans la langue. 3 mots collés, l'un au-dessus de l'autre et par-dessus, qui font un corps un peu curieux, un corps sorti de terre et descendu du ciel. Elle ne tient aucun verbe dans la main. Et pourtant, elle bouge tout le temps. La petite Jean n'abrite aucun complément non plus. Elle ne se complète pas. Elle n'a pas besoin d'objets. Ou bien, si elle en a, ce sont les nôtres sur son dos. Des objets mal ficelés, et l'encombrement la ralentit parfois. La petite Jean est 3 mots ensemble, comme 3 pommes qui se baladent, la tête en l'air, dans la langue. Et l'année dernière, Homme parfait, qui est paru à l'œil ébloui. Homme parfait est parfait. Je m'emploie à consolider l'imperméabilité de sa perfection. Cependant, Homme parfait tient du miracle, arrive sur terre par mon cerveau reptilien, part à l'improviste, sans jamais oublier que j'existe. Homme parfait accumule toutes les preuves de sa perfection. Ses yeux éblouis, ses dents d'ivoire, sa bouche en fraise des bois, sa barbe ne me pique pas. Sa barbe ne pique pas. Homme parfait ne confond pas ma chair avec de la pâte à modeler. Il prend les mots pour ce qu'ils sont. Des loupiottes qui éclairent la vérité. Quand Homme parfait est avec moi, les animaux féroces restent coincés derrière la porte. Homme parfait doit rester parfait. Chaque fois que le doute s'immisce, relire quelques aphorismes, chronologiquement ou dans le désordre. Répéter inlassablement, Homme parfait doit rester parfait. N'enlever l'adjectif épithète sous aucun prétexte. Au risque de le voir s'échouer sur une plage de Vendée, Homme parfait donne les plus beaux fruits de mon verger. Il existe une liste quasi exhaustive des qualités de Homme parfait à consulter dans n'importe quel magazine féminin. Mais ne pas confondre Homme parfait et Homme gnangnan, ni Homme parfait et Homme faramineux. Se méfier aussi des mauvaises copies et des sosies. Veillez à ne pas le réduire à ce dessert glacé sans cuisson à base de crème fraîche, d'œufs et d'un peu d'alcool ou de
vanille. Homme parfait finit toujours ses phrases par dire oui. Homme parfait commence toujours ses phrases par dire oui. Ne lésine jamais sur la quantité phénoménale de sa perfection. Cependant, homme parfait est unique. C'est pourquoi il faut du temps pour le trouver. Beaucoup de temps, bâillement, des années, des siècles, encore des siècles, bâillement. Quand homme parfait me rejoint, la guerre est finie. Il se peut que homme parfait se tienne déjà de l'autre côté, avec les nuages et les anges aux ailes givrées. Son immortalité n'est pas encore datée. C'est un sujet qu'il s'agit de ne pas escamoter. Homme parfait aime aussi bien le thé noir que le thé vert que le thé blanc. Homme parfait aime bien ma brioche aussi. Homme parfait est imputrescible, un mélange de terre de bruyère et de pierre volcanique. Je continue à le parfaire de poudre d'or avec les 3 poils de mon pinceau. Chaque phrase tournée à la cuillère en bois, chaque métaphore soigneusement dosée, au-delà du vrai et du faux, au-delà du masculin et du féminin. Je peux lire quelques passages de La Maison étymologique, paru chez Gros Texte en 2021. C'est une maison que je visite pièce par pièce. Mais avant de la visiter pièce par pièce, je décide de la présenter. Maison, du latin manere, rester. Tout le monde a une maison, mais pas toujours, qui bouge ou qui reste, qui parle ou retient sa langue. Une maison dont les pièces font une histoire, sombre ou lumineuse, sage ou tumultueuse. Une maison au cœur solide ou le contraire. Une maison enfouie sous terre ou posée sur un pic. Une maison dont on goûte la potion, parfois le rose, parfois les inconvénients. La maison porte la paix à bout de bras. Parfois la force lui manque, les douleurs viennent, on entend des soupirs, on voit des fissures, les racines ont mal aux articulations. Dans les couloirs se faufilent des filaments d'âme, des silences qui s'étirent, des courants d'air, des malentendus, des doutes, de légers frissons, des histoires courtes et des plus grandes, campées sur un socle de marbre. Ils sont partis. Ils ont laissé les miettes sur la table, quelques bouteilles vides, des cadavres, une lettre d'adieu. On traverse les pièces noyées de larmes. La neige recouvre les meubles. Le vide épaissit. On avait dit « pas de silence plus docile que celui de l'amour ». On avait dit « c'est pour la vie ». Mais on a perdu les os. On va accoucher du monstre de la solitude. On appelle encore. Les murs ont des oreilles. On croit que la braise réveille les morts. On veut ramener les premières merveilles, les bribes du quotidien, la quincaillerie des jours. On veut recoller la vaisselle des mariages. Mais rien ne bouge depuis. Rien. Rien ne s'anime. La maison à l'envers, retournée
comme une crêpe. On marche sur la tête. La photo de la façade quand les fleurs sont joyeuses. La photo de la façade quand la famille ajuste sa tenue du dimanche. La photo de la façade quand il n'y a plus personne sur le banc, sauf une pomme tombée et un chapeau de paille. La photo de la façade avant l'arbre coupé, avant la disparition du noir et blanc, et celle après la guerre, après les bombardements. La photo de la façade pleine de sourires et retrouvailles. On note la présence du chien légèrement flou. Le chat était perché dans le pommier. La photo de la façade que l'on aurait aimé prendre si l'enfant ne s'était pas envolé. La photo de la façade à la tombée du jour entre les loups. La photo de la façade qu'on prendra demain, quand débute la conversation des bourgeons. Ce livre qui me tient à cœur beaucoup, qui s'appelle Chambre 06, paru en 2016 à la Rumeur Libre. Dans cette chambre un homme vit les derniers jours de sa vie. Un homme qui était mon père. Et que j'appelle l'homme en mourance. Là encore, c'est tout attaché. L'homme en mourance. L'homme en mourance. De qui la vie va s'échapper bientôt. Pour qui les autres veillent de chaque côté de lui-même. La femme, la fille, le fils, ou la femme et la fille, ou la fille seulement, la fille seule, avec le bruit léger des bulles d'oxygène, comme une source bienfaisante, la fontaine qui garde le village. L'homme en mourance, prêt à livrer bataille, ou enclin à céder à la longue tranquillité. Sa parole vivante qui tient jusqu'à l'ultime, parole vibrante, touchante, chaque jour avant mourir, chambre 06, sur un lit d'hôpital, sa dernière couche, dans la chambre d'hôpital, son dernier lieu. Il ne regarde pas l'arbre dont la cime, atteint sa fenêtre. Les dernières feuilles trempées de rouge par l'automne, prises bientôt dans les glaces. Tourner la tête sur la gauche serait un effort trop grand. Percevoir le frémissement qui va s'échapper, bientôt quitter le fil. Quelques-unes déjà brunes. Chambre 06. Ce qui l'intéresse dans le paysage, juste en face du lit. La bordure du mur jusqu'à mi-hauteur qui imite le vrai bois. Le sapin, le chêne, le poirier, le cerisier ou le merisier. La bordure en linoléum qui ramène à lui l'amour des arbres, ses veines, ses torsions. Il admire le faux chef-d'œuvre avant de revenir à l'étonnement du départ. Ascension vertigineuse, la conquête qui va de l'arbre enraciné jusqu'à la mer qui recouvre. Je prends ces paroles quand il s'éveille, paroles lumineuses entre les ombres, des coupes franches
qui alternent avec le chuchotement des bruits, je les pose avec délicatesse dans la mémoire, ces moments où ils cherchent à apprivoiser la certitude que le temps va finir, le temps d'en finir, remballer le souffle, refermer les histoires, s'éloigner du corps. Il n'a pas peur, ou si peu, goûte un présent tronqué d'avenir, un présent qui frôle le seuil de son éternité. Arriver à l'endroit où je dois être, entrer de plein fouet dans ses yeux qui me disent le départ prochain, mélange de terreur et renoncement. Le questionnement aussi, vers moi, directement, abruptement. Moi qui peut-être lui dirais l'avenir, lirais le programme pour demain, lui tendre un miroir de vérité, une boule de cristal, la qualité des heures, la quantité, l'impossibilité ou la possibilité, entrer dans le choc de la mourance. J'entre. Merci beaucoup Isabelle. Hier, mon corps opéré s'est absenté un peu du tarmac des vivacités. Aujourd'hui, l'homme de tous les jours m'énerve. Pour un oui et un non, pour une broutille et un ouragan. Je lève la tonalité et réciproquement, la tempête secoue. Homme parfait surgit dans l'encadrement, un sauvetage impromptu cueilli comme une fleur. Homme parfait accumule toutes les preuves de sa perfection. Ses yeux éblouis, ses dents d'ivoire, sa bouche en fraise des bois, sa barbe ne pique pas. Homme parfait ne confond pas ma chair avec de la pâte à modeler. Il prend les mots pour ce qu'ils sont, des loupiottes qui éclairent la vérité. Quand homme parfait est avec moi, les animaux féroces restent coincés derrière la porte. Des tas de jolies filles pourraient danser autour de lui si je n'étais pas jalouse. Homme parfait m'est entièrement dédié, dévoué, dévolu, avec toutes les chances de mon côté. Homme parfait finit toujours ses phrases par dire oui. Homme parfait commence toujours ses phrases par dire oui. Ne lésine jamais sur la quantité phénoménale de sa perfection. Cependant, homme parfait est unique. C'est pourquoi il faut du temps pour le trouver. Beaucoup de temps, bâillement, des années, des siècles, encore des siècles, bâillement. Quand homme parfait me rejoint, la guerre est finie. Petita tape sur les joues, tape sur les bras, tape sur la table, l'assiette et le yaourt, tape sur les jouets, tape sur tout et n'importe où. Il pleut des noms jusqu'au plafond, en même temps que gonflent dans le four les petits pains qui sentent bon le matin.
Petit A arrache les fleurs du champ parce que ce sont des couleurs. Chacune dotée de petites langues exquises qu'elle colle sur sa peau. Ses bras sont couverts de gommettes, pétales de pissenlit, marguerites, jus de coquelicot. Ses mains et ses pieds aussi. Une peinture impressionniste prise sur le vif. Un toboggan n'est rien d'autre que la rencontre du vent. Petit A glisse, ses cheveux déplacent des particules brillantes. La folle traversée dure moins d'une seconde. En bas, sur le gravier, ses fesses arrêtent net le petit paquet plein de joie. Pour sa croissance, Petit A est doté de grand A. Et un peu plus loin, de très grand A. Et encore plus loin, de plus que grand A. L'ensemble constituant un quatuor attablé sous un parasol aux couleurs vives, 4 tailles de vie installées dans le baluchon du temps. Petit A s'exerce à installer le monde dans sa tête quand il dégringole. C'est-à-dire quand grand A s'est dérobé du visible, elle dit « Maman pas là, maman là » et répétant les « la, pas là, tralala », une image s'introduit sous sa boîte à musique et de là, l'univers tient mieux sur ses pattes. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité, une première nécessité pour les gens, pour les autres? Pour toi, oui, mais pour quiconque dans la rue? Bien sûr, la poésie, l'art, tous les arts, la musique, l'art plastique, littérature cinématographique, etc. sont nécessaires à notre vie, même je dirais, c'est une question de survie. Pouvoir dépasser la frontière du réel, pouvoir transformer la forme en un fond, vraiment c'est au fond, créer, recréer, qui traverse les âges. Et aussi l'art permet de partager des émotions, des sensations, des idées. C'est un bien commun l'art, c'est une langue qui se renouvelle sans cesse, qui nous permet constamment d'être en recherche, de faire de nous des chercheurs, des chercheuses. Quand on l'écoute, quand on la voit, quand on la touche, l'œuvre d'art, elle nous met en état de chercheur. Et c'est ce qui permet, je pense, aux gens d'adhérer au monde, de se satisfaire du monde, d'y revenir au monde. Parce qu'il y aura eu ce décollage, cet instant de décollage, ce pas de côté, cette récréation, cette récréation et cette création d'esprit, cette aussi, on pourrait dire, cette réflexion qu'elle nous tend. L'art nous tend son miroir dans lequel on peut se refléter et se renouveler donc.